Le but, c'est pas que vous appreniez tout ce matin, hein. Le but, en fait, c'est bon, prendre quelques notes si vous voulez, c'est important. Moi, je note tout en fait sur PC parce que ça me permet de mémoriser. Et vous aurez les slides, donc vous pourrez après relire ça tranquillement. Notez un petit peu ce que vous pouvez prendre. En 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais au moins de vous dire, tiens, je pourrais faire ça pour mon business, ça je pourrais l'appliquer, ça je pourrais le faire, ah ouais, etc. etc. Et ensuite, ben, le but c'est de vous lancer, de donner un petit peu l'impulsion, parce que des fois on se dit, bah, tiens c'est compliqué, j'y arriverai pas, ou je sais pas à quoi ça sert. Là, le but de ce matin c'est de dire, ah tiens, moi je peux réfléchir à ça, je vais le faire, et après, tac, passer à l'action. Et vous verrez que c'est pas forcément le plus compliqué possible, c'est une affaire de temps. Voilà. Ça c'était la partie intro. Maintenant, on va passer un petit peu à pourquoi un blog. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec l'émergence de Facebook, Twitter, YouTube, on voit beaucoup de gens qui disent voilà, tiens, c'est génial, etc., etc. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir. Le trafic général, en fait, sur le net, hein, sur Internet en général, voit en fait une baisse des recherches sur Google, par exemple. Donc, en fait, le blog qui est beaucoup basé sur la recherche sur Google voit, certains blogs voient leur trafic baisser. Moi, le mien, au contraire, il fait que croître d'année en année, parce qu'en fait, il faut être plus performant, il faut être différent, il faut bien se positionner, il faut bien choisir ses mots-clés, etc. Donc en fait, pourquoi un blog? Oui, il faut toujours un blog, parce qu'en fait, beaucoup de gens recherchent encore sur Internet, recherchent de l'information, recherchent de l'expertise, et c'est ça, un blog, ça sert à ça. Après, il y a d'autres outils, YouTube, Facebook, etc., qui peuvent être très bien, et je vous expliquerai en fait quelques cas de figure juste après. Alors, la première chose en fait que je voulais préciser, c'est qu'un blog, c'est pas un business. Il y a plein de gens qui disent ouais, je vais monter un blog et puis je vais vendre à des clients. Non, le blog, c'est un outil, c'est un moyen de communication, comme peut l'être une page Facebook, comme peut l'être une chaîne YouTube, etc., etc. Et on peut réussir très bien sans blog, hein. Si on est dans l'e-commerce, il faut juste créer un site e-commerce. Il faut ensuite générer du trafic avec des plateformes, des places de marché, du Facebook Ads, du AdWords, etc., etc., de l'affiliation. On peut également, il y a plein de gens qui réussissent, par exemple dans le coaching, uniquement avec une chaîne YouTube, c'est possible, hein, pas de souci. On peut générer du trafic en CPC, avec AdWords, Facebook Ads, etc. Même je connais une personne qui est créatrice de robes, elle s'appelle La Fée Corsetée, c'est la femme d'un de mes amis. Elle plutôt, la majorité de son business, en fait, elle le fait un petit peu sur Facebook parce qu'elle montre ses créations à ses amis, etc. Mais elle a quand même un blog derrière, un site qui lui permet de vendre. Voilà. Alors, il faut dire aussi qu'un blog, c'est pas forcément uniquement un blog, un journal où on va raconter des trucs. Un blog, c'est un vrai site sur lequel on peut vendre. Moi, par exemple, j'ai pas de site frédériccadevet.com. J'ai mon blog, et mon blog, en fait, me sert à la fois pour générer du contenu, générer du trafic, et vendre des trucs, vendre des formations, vendre des prestations, etc., etc. Voilà. Alors le blog, comme je le disais, le but c'est d'aller capter la recherche sur Google. C'est vraiment le but principal. Parce qu'en fait, Google aime les blogs parce que c'est du contenu de qualité, c'est des contenus souvent faits par des experts, c'est du contenu qui est frais, qui bouge régulièrement. Donc le premier but et le premier intérêt d'un blog, c'est je veux être visible dans le moteur de recherche de Google. Le deuxième point qui est important, c'est qu'en fait, généralement, on peut gérer une communauté sur Facebook, on peut gérer une communauté même sur YouTube, etc., etc., faire venir du monde, mais à un moment donné, acheter sur Facebook, c'est un peu compliqué, et donc à un moment donné, il faut toujours les renvoyer vers un site pour commander. Et puis aussi, si vous voulez garder en fait la maîtrise et pouvoir pousser de la communication auprès de vos prospects, il faut avoir leur email. Or, en fait, sur YouTube, sur Facebook, les gens ils s'abonnent, ils likent, mais vous ne pouvez pas après leur envoyer des messages. Donc souvent, moi j'ai l'habitude de dire que le blog, c'est le camp de base pour en fait mener des opérations sur les médias sociaux. Faire une vidéo sur YouTube, faire en fait une publication sur Facebook. Là, par exemple, dans une semaine, je vais faire un Facebook Live avec un partenaire. On va se faire sur Facebook Live, mais le but après c'est récupérer les adresses email, faire une promotion, faire une campagne derrière. Donc Facebook, Twitter, etc., etc., ça a souvent pour but après d'aller ramener les contacts sur votre site et récupérer les coordonnées. Parce que l'email c'est vraiment l'élément le plus important, c'est avec ça vous allez pouvoir faire votre business. Et moi je le vois tous les jours et c'est vraiment un truc qui est commun, c'est
l'email reste l'outil numéro un pour faire vos promotions, l'outil numéro un pour vendre, parce que vous avez la maîtrise de la communication, vous envoyez, vous faites un push, etc. Publier un article de blog, publier un like, enfin un Facebook, un statut Facebook, un événement sur Twitter, ça ne fera pas générer beaucoup de ventes, parce qu'en fait les gens ne le voient pas forcément. Voilà. Alors comme je le disais auparavant, un blog peut très bien remplacer un site, hein. Moi j'ai pas de site. Alors comment lancer ou ne pas lancer un blog? Alors, pour tout simplement, c'est pour convaincre, pour montrer son expertise. Dès qu'on est coach, dès qu'on est freelance, dès qu'on est expert dans un domaine d'activité, pour moi c'est indispensable de monter un blog parce qu'en fait ça montre son expertise. Et à chaque fois je mets cette petite image, on dit Internet, nobody knows you're a dog. C'est-à-dire que vous soyez une petite entreprise ou une grosse entreprise, on ne peut pas juger de ce qu'il y a derrière l'écran. Avec un site, parce qu'un site, on peut très bien avoir un très beau site réalisé avec un thème qu'on a acheté pour 50 € et rivaliser avec une très grosse boîte. Donc en fait, les gens voient surtout l'expertise, ils ne voient pas derrière tout le, entre guillemets, le back-office, la réalité. Et on le voit, moi je le vois régulièrement, il y a plein de gens qui me contactent, qui me disent voilà, je vous ai vu sur internet, vous avez l'air super bon, j'aimerais bien que vous m'accompagniez pour faire ceci, cela. Alors qu'il y a quelques années, il y a 10 ans ou un peu plus, les gens disaient ouais, je veux prendre une agence de com ou je veux prendre un cabinet de consultants, etc., etc. Maintenant, ils préfèrent directement parler à l'expert, à la personne qui connaît, et c'est pour ça en fait qu'il est important d'avoir un blog. Le deuxième point, je l'ai dit tout à l'heure, les blogs sont naturellement optimisés pour le référencement et il existe plein de plugins. Des plugins, c'est des petites extensions qu'on ajoute en fait sur un site internet qui permettent de faire en sorte que le site soit mieux référencé, qu'on puisse capturer plus facilement les prospects, etc., etc. Donc en fait, c'est vraiment optimal. Donc également, quand on fait de la vente complexe, moi j'ai travaillé longtemps dans le domaine du CRM, là je travaille dans le domaine de la relation client, et le blog en fait m'aide beaucoup, et à chaque fois nous a aidé à générer des leads, des leads c'est des prospects, d'ailleurs j'ai les termes anglo-saxons souvent. Donc générer des prospects c'est vraiment super parce qu'en fait c'est des gens qui sont en recherche d'informations d'abord, et ensuite qui commandent. Donc en fait si vous êtes visible sur Google, tout simplement les gens se disent tiens, ça a l'air sympa, et je les interroge. Bon, en B2B également, parce qu'on est encore une fois dans ce domaine de vente qui ne se fait pas d'impulsion, c'est une vente où on recherche d'abord. Quand on est freelance, quand on aime écrire aussi, si on aime écrire, c'est vraiment l'outil qu'il faut utiliser. Il y a des artistes peintres, des gens comme ça que je connais, qui utilisent beaucoup le blog associé aux médias sociaux pour produire du contenu et être visible. Bien sûr, quand on est un expert dans son domaine, c'est également intéressant. Alors le contre, quand un blog n'est pas forcément intéressant, c'est en particulier, moi je trouve dans le domaine de l'e-commerce, c'est pas prioritaire. Parce que dans l'e-commerce, il vaut mieux se concentrer sur générer du prospect via des campagnes, via des places de marché, etc., etc. Parce que c'est beaucoup plus rentable d'attirer quelqu'un et de vendre, parce que c'est de la vente d'impulsion. S'il y a quelqu'un qui veut acheter, je sais pas, une télécommande, certes, il va peut-être regarder quelle est la meilleure télécommande qu'on peut trouver, mais il cherchera surtout à commander directement. Voilà. On essaie de vendre avant tout. Un blog, c'est sympa, mais c'est pas forcément le plus adapté. Et quand vos clients sont pas sur le web, si vous adressez parfois aux seniors qui ne recherchent pas forcément sur Internet, c'est pas intéressant. Les juniors, les ados, etc., ils sont un peu moins sur les blogs, ils sont un peu plus sur Facebook, donc ça peut être intéressant d'être plutôt sur Facebook, sachant comme je vous le disais, c'est complémentaire. On peut très bien attirer des gens sur Facebook et ensuite les emmener sur votre blog. Je donne un exemple, un cas pratique. Vous avez Facebook Ads, qui est un outil de génération de publicité qui est disponible par Facebook, qui est vraiment super performant et super intéressant, qui permet par exemple d'aller cibler les pages de vos concurrents. Moi je le fais régulièrement dans mon domaine, dans le domaine du CRM. Je vais cibler par exemple les pages de Salesforce, des gens comme ça, et je dis tiens, téléchargez notre livre blanc, que faut-il savoir sur la relation client en 2017. Et donc je cible les gens qui aiment cette page-là, ou les gens qui sont directeurs commerciaux dans tel domaine, ou qui sont intéressés par tel produit, et je les emmène sur mon blog avec une page de capture. Donc en fait, les deux ne sont pas antagonistes. C'est pas tout Facebook ou tout un blog. Un blog est là pour capturer et faire de la conversion. Donc voilà, là c'était la petite intro. Un blog, c'est un outil. C'est un outil avant tout. Alors le coût d'un blog. Alors je dirais que c'est un blog, ça ne coûte pas forcément très cher. C'est principalement du temps.
Là, je vous ai détaillé de manière macro combien ça peut coûter. Alors, grosso modo, moi j'utilise one-on-one, mais vous pouvez utiliser OVH, vous pouvez utiliser n'importe quel hébergeur. Il y en a deux en France, grosso modo, c'est one-on-one et OVH. Pour héberger un blog, ça coûte une petite dizaine d'euros par mois. Vous allez sur one-on-one.fr. Pour l'utilisation du moteur, il n'y a pour moi qu'un seul moteur qui est plus performant, c'est WordPress. Alors en fait, vous avez, pour créer un blog, vous avez deux possibilités. Soit en fait, vous achetez un hébergement, vous créez votre site dessus, et donc vous êtes entre guillemets l'administrateur de votre site. Deuxième possibilité, vous ne vous sentez pas trop à l'aise, vous voulez tester sans pour autant trop vous impliquer dans la partie technique. À ce moment-là, en fait, vous pouvez utiliser des plateformes. Alors c'est ce que j'appelle WordPress.com, Blogger.com. Ce sont des plateformes qui vous permettent d'avoir un site internet, enfin un site internet, un blog, ou un site internet. Pour moi, c'est un peu la même chose. Un blog clé en main en quelques minutes. C'est-à-dire que vous inscrivez, vous marquez le nom de votre blog, bam, votre site en 5 minutes, il est prêt. Alors, c'est intéressant pour tester. Moi, je le fais des fois avec certains de mes clients, ou même ma femme, quand elle est passionnée de tricot, je lui ai monté un blog sur le tricot, j'ai dit, bon, ok, avant de faire des trucs compliqués, on va créer un blog sur WordPress, tu vas tester un peu, t'écris des trucs, on va générer un peu de trafic. Si ça te plaît, après, je vais te créer un vrai site internet. Et forcément, elle a aimé, elle a commencé à partager. Là, je fais 1500 ou 2000 visites par jour. Et donc, bon, ça l'amuse un peu, elle publie de temps en temps des trucs. Mais elle veut pas monter un business, elle veut juste, en fait, partager un peu sa passion. Ça apporte une dizaine d'euros par jour. Voilà, c'est vraiment juste pour ça. Comment par jour, 10 euros par jour que ça lui rapporte par mois, ça vaut pas le coup. Ah non, mais c'est le coût de la publicité qu'elle gagne tous les jours en publiant, vous faites quoi, 1 ou 2 articles par mois maximum, avec quelques photos. Voilà, c'est vraiment... oui, c'est AdWords, enfin, c'est le réseau d'affichage publicitaire AdSense de Google AdWords. Donc, enfin là, ne vous inquiétez pas, c'est du détail, c'est parce que là c'est pour un blog passion, c'est pas pour un blog business. Un blog business, on n'est pas là pour vivre de la publicité, parce que la publicité n'est pas rentable quand on veut en vivre en fait. Sauf avoir un gros trafic. Donc je vous disais au début, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous dites tiens, je sais pas si je vais y arriver ou pas, je ne vais pas investir trop de temps, vous pouvez créer comme ça, pour quelques minutes, un blog sur blogger.com ou wordpress.com. Alors je vous conseille plutôt wordpress.com parce qu'en fait l'intérêt c'est que c'est la plateforme la mieux optimisée, Blogger est un petit peu comme en retard, et avec WordPress, si jamais vous passez après sur un blog pro, vous aurez juste à récupérer votre base de données, vous aurez déjà toutes vos habitudes et tout ça. Voilà. Alors ça c'est pour tester, mais en fait il faut vraiment vous dire que si vous faites cette solution-là, vous perdez, allez, on va dire 80%, allez, 70% de l'intérêt de tenir un blog, parce qu'un blog normalement est fait soit pour être référencé lui-même, donc conseilmarketing.com, soit tout simplement pour pousser un site internet. Par exemple, votre site internet c'est, je sais pas, acheter des voitures à courbevoie.com, et derrière il faut mettre en fait un blog. Et en fait le blog va propulser le site internet. C'est important de se dire que le blog est un peu comme dans une fusée, c'est un propulseur qui vous permet en fait d'être plus visible sur Google. Soit en fait votre blog il est tout seul, donc c'est lui qui permet de générer du trafic, donc c'est une fusée comme la fusée Ariane. Soit en fait votre blog, c'est un petit peu comme les propulseurs pour les navettes spatiales américaines, c'est les deux trucs sur le côté qui font décoller le trafic. Et comment on fait décoller le trafic? On a son site principal et on crée le blog juste derrière. Parce que là, quand en fait on va créer un blog à part, en fait il va juste améliorer votre site à part. Il ne va pas faire améliorer votre site qui est séparé. Voilà. Donc comme je le disais, ça c'est gratuit, WordPress. Si vous voulez passer après en hébergement WordPress, ça coûte je crois une petite centaine d'euros à l'année ou quelque chose comme ça, un petit peu moins je pense. Le nom de domaine doit être une dizaine d'euros. Donc voilà. Donc, comme je le disais, le site, l'hébergement, si on veut, ça c'est gratuit. Le thème, vous avez en fait sur ThemeForest, c'est une plateforme en fait de thèmes WordPress, Blogger, etc., etc. Et vous pouvez acheter des designs de sites clés en main. C'est-à-dire que vous avez des jolis designs qui sont faits pour la construction de bâtiments, l'ingénierie, la mode, la vente, etc., etc. Vous allez dessus, vous choisissez votre thème, vous le téléchargez, vous le mettez et tac, vous avez un modèle. Alors bien sûr, il faut tout personnaliser, il faut tout écrire les textes, mais ça permet d'avoir un site qui est super moderne, super joli
et clé en main. Alors, petite précision, ThemeForest est donc une plateforme anglaise, et donc il faut un WordPress en anglais. Voilà, c'est une petite précision si jamais vous voulez vous lancer, parce que si vous installez en fait un WordPress en français, il y a parfois des petites des bugs en fait qui arrivent, donc il faut toujours installer un WordPress en anglais. Même si vous n'êtes pas très fort en anglais, installez toujours un WordPress en anglais, c'est mon conseil, ça évitera d'avoir des petits bugs. Après, pour les images, il y a plein de sites où on peut avoir des images gratuites. Là, je vous ai mis Pixabay, par exemple. Ou alors, vous allez sur des sites où vous pouvez acheter des images à 1, 2, 3 euros, comme Fotolia, etc. Mais déjà, vous êtes quoi un petit peu nourrir votre site, sachant que ce qui est le plus sympa, c'est quand même d'avoir des vraies images de vrais gens, donc de vos clients, de vos produits, de vous. C'est vraiment important de montrer la réalité, de montrer le côté humain. C'est ce qui fera la différence. Pourquoi les gens commanderont chez vous plutôt que dans une boîte. Alors j'ai mis une installation un jour. Alors bien sûr c'est quand on débute, grosso modo le temps d'installer, de personnaliser, de créer un peu de texte, etc., etc. Donc après bien sûr ça peut durer 2 jours si on galère un peu, on n'est pas spécialiste en informatique. Et bon bien sûr il y a plein de gens qui peuvent vous le faire. Donc ça c'était la partie installation, comme je disais à peu près une journée, allez ça coûte 150 euros, 200 euros à l'année, même pas, ouais, 150 euros à l'année. Ce qui est vraiment le plus long, c'est véritablement l'entretien du blog. Comme je le disais, un blog c'est pas statique. Un blog en fait, on crée du contenu régulièrement, on choisit des mots-clés, on se positionne, etc., etc. Donc en fait, pour avoir des résultats, c'est quand même, pour moi je pense qu'à 4 heures par semaine, ça permet de donner vraiment du résultat. Autrement, c'est comme si on fait ça la petite semaine, si on y passe une demi-heure par semaine, ça ne donnera pas grand-chose, parce que y a la partie production, la partie promotion, et à moins de 4 heures, il ne faut pas s'attendre à des miracles. C'est comme si vous faites du networking, comme si vous faites de la publicité, si vous ne prenez pas beaucoup de temps, vous n'aurez pas beaucoup de résultats. Voilà, c'est toujours pareil. Bien entendu, vous pouvez aussi faire appel à des freelances. Il y a plein de freelance community managers qui le font pour vous, qui animent, qui relaient, qui créent des articles, etc. etc. Et ça, on verra tout à l'heure. Donc on peut sous-traiter quand même pas mal de choses sur le blog. Alors un blog, c'est un peu comme un chien. Là, je vous ai mis un petit animal. C'est-à-dire que le problème, c'est pas de lancer un blog. C'est comme quand on prend un chien. Le problème, c'est pas d'aller à la SPA, de prendre le chien et de le ramener à la maison. C'est le sortir le matin, le sortir le soir, lui faire à manger, etc. etc. C'est exactement la même chose. Il faut s'en occuper. Et donc, après, il y a plein de gens justement qui ont lancé des blogs et qui se sont dit, bon allez, je ferai ça de temps en temps. Et puis, pas forcément le blog, quand on s'en occupe pas, il périclite, il disparaît. C'est comme une plante. Je préfère un petit chien, c'est plus joli. Donc, au lancement, c'est quand même bien d'avoir 5 bons articles pour que ce ne soit pas trop le désert. Alors un bon article, on verra ça juste après. Et ensuite, un bon article par semaine sur votre blog ou ailleurs. Ça, c'est un bon métrique. D'avoir donc un fond, un petit peu, pour que les gens, quand ils arrivent sur votre site internet, ils ne disent pas c'est quoi ce truc-là, mais avoir quelques petits contenus sympas. Et se dire, une fois par semaine, je sors un article. Moi, actuellement, à mon rythme, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai écrit à peu près 2 articles par semaine, et plus un petit truc rapide avec du copier-coller que je fais le samedi. Je fais pas plus. Voilà. Ça sert à rien de faire un article tous les jours, sauf, on le verra après, dans une optique de référencement naturel quand on veut booster son site. Je vous donnerai un exemple. Pour une entreprise qui faisait du CRM, je faisais un article tous les jours pendant 90 jours. Mais c'était un optique et je vous expliquerai comment on peut le faire. C'est pas si compliqué que ça. Ouais, il y a des astuces. Voilà, et justement on y arrive, ces fameuses 10 astuces pour lancer un blog. Alors voilà, je vous ai mis là, on va les détailler ensemble. Hop. Alors le premier, et c'est plus important, c'est écrire du contenu pour ses lecteurs. Alors je vous ai mis ici à moi les 2 aspects, écrire du contenu de qualité pour les médias sociaux et les lecteurs. Et ensuite, on verra un deuxième aspect, c'est écrire du volume pour Google. Avant que vous démarriez sur cette partie-là, quelle différence faites-vous entre un blog et une page pro Facebook? C'est totalement différent. Alors, parce que moi je vois pas la différence.
Si une page Facebook, vous ne possédez pas du tout le contenu, l'historique il n'est pas référencé par Google, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Vraiment, un blog, c'est du contenu que vous publiez qui est fait pour être visible par les moteurs de recherche de Google. C'est optimisé pour le référencement, vous pouvez capturer les emails, vous possédez tout le contenu, vous pouvez mettre un moteur de recherche, c'est votre maison. Et votre page Facebook, vous êtes chez Facebook. Si vous êtes visible ou pas avec les gens, vous ne savez pas. Les gens viennent vous voir ou pas, vous ne pouvez pas les contacter directement. C'est pas du tout la même chose. C'est vraiment une page, c'est plus un lieu d'échange avec votre communauté. Voilà, où vous discutez avec eux, c'est plus de la proximité. Moi, par exemple, là, je viens d'arriver dans une nouvelle société qui s'appelle Eloquent. Cette entreprise-là est spécialisée dans le B2B, dans les solutions de CTI, etc., etc., etc. Et donc, eux, ils se disent, on est dans le B2B, on n'a pas besoin de page Facebook, parce que de toute façon, on a 200 clients en France, et puis ils ne s'intéressent pas à nos actualités. Et donc, forcément, ils ne voient pas l'intérêt, parce que la page Facebook, c'est pour créer du relationnel, échanger, montrer un petit peu l'arrière de la boutique, humaniser un petit peu ces données. Et bien sûr, c'est très bien, comme je disais, je parlais tout à l'heure de la fée corsetée, elle montre un petit peu ses créations, elle tag, elle voit un petit peu les robes, elle montre un petit peu comment elle les coud, elle parle un petit peu de sa vie, de son tour de France qu'elle a fait, etc., etc. Donc la page Facebook est plus là pour cet aspect proximité, etc. Tandis que le blog est plus là pour s'adresser à d'autres personnes. Pas forcément, parce que sur Facebook, trouver votre page, je pense que c'est impossible. Je ne sais pas dans quelle activité vous êtes, mais les gens ne vont pas taper, tiens, je recherche votre activité sur Facebook. C'est les gens que vous connaissez. C'est pas la même chose. Mais c'est pas antagoniste. C'est pas antagoniste, c'est-à-dire que moi, je suis en train de me battre avec le webmarketeur qui est actuellement dans cette boîte-là, pour laquelle je travaille, pour dire, mais non, mais il faut créer une page Facebook, même si tu es en B2B, une page Facebook, c'est pour humaniser ta marque, montrer l'arrière, communiquer, utiliser tous les salariés, toutes les personnes pour en fait relayer l'information. La page Facebook, c'est indispensable. Alors en fait, on parle beaucoup de plateformisation du web. C'est-à-dire que vous avez maintenant des silos où il y a en fait les différents prospects clients. Un silo, c'est-à-dire que par exemple, Facebook, les gens sont sur Facebook, mais quand ils sont sur Facebook, ils ne vont pas aller sur Google. Il y a des gens qui cherchent sur Google, il y a des gens qui vont sur Facebook, il y a des gens qui sont sur Amazon, parce que quand on est e-commerçant, Amazon, c'est une plateforme, c'est un silo, c'est important. Si vous êtes dans les apps mobiles, un silo important, c'est le Google Play et l'Android Market, le Google Play et iTunes. C'est des silos. Donc on arrive beaucoup à des silos de données. LinkedIn, c'est un silo. Aussi, vous pourrez me dire, tiens, moi j'ai un profil sur LinkedIn, moi j'en ai un, et j'utilise beaucoup ce profil-là pour générer du trafic. Mais c'est encore une fois un silo. Et la page, mon profil sur LinkedIn et la page en fait sur LinkedIn, ça a des objectifs différents. Une page LinkedIn, ça a le principal objectif pour recruter, c'est surtout du recrutement, ça, on générera assez peu de trafic parce que c'est ses propres clients, etc. Le profil, en fait, moi, il me sert beaucoup à générer du trafic vers mon site, mon blog, pour récupérer des prospects. C'est en fait un moyen de communiquer. Voilà. Alors, écrire du contenu, donc comme je disais, il y a vraiment deux gros points, soit un écrit pour ses lecteurs, soit un écrit pour le référencement sur Google. Alors, donc les deux ne sont pas antagonistes, et on verra juste après. Donc en fait, si vous voulez convaincre les gens, en fait, il faut écrire du bon contenu. Alors, il faut se dire aussi une chose, que sur Google, plutôt sur un site internet ou un blog, 80% du trafic à peu près, on va dire 70, entre 70 et 80% du trafic vient de Google. C'est pour ça que c'est vraiment important, le trafic qui vient naturellement, je vais peut-être prendre un micro. Alors oui, c'est mieux. Donc 80% du trafic d'un site internet et d'un blog en particulier vient de Google, sauf si vous êtes dans l'e-commerce. Et dans l'e-commerce, forcément c'est différent parce que votre trafic il vient des places de marché, d'Amazon et des choses comme ça.
des comparateurs de prix, etc. Mais quand vous êtes un site internet classique ou un blog, Google est indispensable parce qu'en fait, les gens ils tapent des choses et forcément ils arrivent sur votre site internet. Alors Google en fait reconnaît la pertinence d'une page. Alors c'est comment? Ah, je crois qu'il y a une question. Google reconnaît la pertinence d'une page. Alors, il y a un algorithme plus ou moins connu, et je vous ai mis en fait là, grosso modo, les principaux éléments qui sont reconnus sur la pertinence d'une page. Alors, la pertinence d'une page, Google se dit, tiens, ah, ça c'est intéressant, c'est les liens qui pointent vers cette page-là. S'il y a beaucoup de sites qui disent, tiens, putain, c'est un super article, il faut y aller, ou sur les médias sociaux, il y a beaucoup de partages. C'est un indicateur, alors ça, tout ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a eu 50 000 personnes qui ont tweeté que ça va dire oh, c'est super, cet article est super pertinent, mais c'est un indicateur. Après, il y a tout ce qui est l'optimisation de la page, et c'est pour ça qu'en fait un blog avec la technologie WordPress dont je vous ai parlé permet en fait d'avoir un contenu qui sera optimisé, mais c'est également le contenu. C'est ce que je t'ai mis ici là en encadré, donc avoir du contenu original, du contenu intéressant. Donc en fait, Google reconnaît ça avec par exemple le temps passé sur une page, le taux de rebond, si les gens ils viennent, ils repartent tout de suite, s'il reste une seconde dessus, forcément c'est pas pour Google, c'est un indicateur que la page n'est pas pertinente. Voilà. Et souvent en fait on voit bien que les articles qui marchent le mieux, c'est les articles où on a une référence. C'est-à-dire que si vous écrivez 200 mots, on ne peut pas être pertinent sur une expression, sur un mot-clé en 200 mots. Moi, je le vois. En 200 mots, on effleure un sujet. Si on veut vraiment aller à fond sur un sujet, il faut au moins écrire, on va dire, 1000 mots. Et c'est pour ça, en fait, que il ne faut pas se dire que si j'écris plein de petits articles avec 3 petits trucs, ça n'ira pas. Parce que non seulement les internautes ne vont pas rester, ils vont venir, ils vont regarder, ils vont dire ah, c'est nul, je repars. Et donc Google, il va le voir, il va voir que les gens vont sur votre site internet, ils repartent, ils reviennent, donc en fait, c'est pas idéal. Donc il faut écrire du bon contenu, à la fois pour les lecteurs, mais également pour Google. Voilà. Mais les liens également, c'est important, et c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Donc écrire pour les internautes, qu'est-ce que c'est écrire un article de référence? Un article de référence, c'est un article pour moi qui se place comme la référence dans le domaine. C'est ça en fait qu'on doit viser. Il faut se dire, waouh, je vais écrire un article qui va vraiment être top, et je vais expliquer comment faire. Généralement, ce sont des articles intemporels, c'est-à-dire que, par exemple, comment acheter une voiture d'occasion ou des choses comme ça, si on vend des voitures. Hein. Donc, c'est des articles, en fait, qui répondent aux questions que se posent les prospects avant d'acheter. Alors, comment faire pour? J'ai des problèmes pour XXX pas cher, ou acheter tout ça. Ça, en fait, c'est des trucs que se posent les internautes. Alors après, là, ces dernières expressions-là sont limite en fait pour l'optimisation du référencement, ce qu'on verra après, écrire pour Google, parce que là en fait on touche en fait au fait qu'on va pas vraiment écrire pour les internautes, mais on va essayer d'aller capter un trafic. Mais en tout cas, comment faire pour, j'ai des problèmes pour, j'ai mal au dos, ou j'ai ceci, ou enfin, on se pose en fait les questions que se posent vos prospects quand ils tapent dans Google. Un prospect, quand il cherche quelque chose, par exemple créer un blog, quand il veut créer un blog, qu'est-ce qu'il fait? Il tape créer un blog, il tape lancer un blog, il tape ça. En fait, le but c'est de faire le tour du sujet, grosso modo. Moi j'estime que grosso modo avec 1000 mots, 1500 mots, vous faites le tour d'un sujet. C'est 2 heures. Hein, et là, c'est des articles qui marchent relativement bien. Alors, comme je le disais auparavant, faire du contenu, c'est bien. Mais si vous ne le mettez pas en avant, si vous n'en faites pas la promotion, ça ne sert à rien. Parce que Google, il ne va pas deviner que c'est bien. Vous voulez créer un contenu, si personne ne va dessus, ça ne sert à rien. Parce que Google, il ne peut pas savoir que les gens sont restés 10 minutes sur votre truc en disant « Waouh, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais ». Donc il faut prendre en compte ça, que créer du contenu, c'est bien, le mettre en valeur, et justement, une page Facebook, Twitter, etc., ça permet de le mettre en valeur, et je vous expliquerai un petit peu comment faire juste après. Alors, écrire pour le web. Alors, écrire pour le web, c'est pas la même chose que écrire dans un bouquin ou d'écrire des notes, etc. Il y a un principe général, c'est celui de la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'au début, on a une accroche.
c'est grosso modo le titre. Alors, une approche qui peut être faite pour les lecteurs, qui peut être faite aussi pour Google. Il y a des trucs, par exemple, une méthode presque quasi légale, ou à la limite de légal, où ça devrait être illégal, mais ça marche. Enfin, des choses un petit peu comme ça. Une astuce étonnante, 10 conseils vraiment incroyables. Les 5 conseils que j'aurais aimé avoir lorsque je me suis lancé dans le truc, 10 choses à surtout pas faire lorsqu'on veut faire ceci, etc., etc. Donc là, on va essayer d'écrire un petit truc un peu étonnant qui va intéresser le lecteur en disant waouh, ok, d'accord, les 10 erreurs à éviter quand on choisit je sais pas, sa voiture, etc. Donc on a une petite accroche, on a un résumé, et là on va dire dans cet article, je vais vous expliquer pourquoi il est important de faire ça, 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 et il est essentiel de faire ceci. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les 7 W, why, when, qui font en français qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien, etc. Donc en fait, on répond à toutes ces questions-là, et avec cette trame-là, on est sûr en fait d'épuiser un sujet. Et à la fin, on arrive à la conclusion. Ben voilà, on a vu ensemble qu'il fallait faire ça, 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 ça. Si vous voulez en savoir plus, hop, je peux vous aider, etc. Donc l'appel à l'action, c'est super important. Parce qu'on aura créé du contenu, et ici en fait, il faut dire, vous voulez avoir de l'aide, appelez-moi, ou faites ceci, cela. Alors bien entendu, vendre directement, c'est toujours très compliqué, et c'est pour ça en fait qu'on verra après que l'objectif, c'est un objectif que j'appelle des petits pas ou des étapes. C'est-à-dire que vendre directement à un prospect qui vient sur votre site web, c'est très difficile. Donc votre objectif ne va pas être de vendre directement, c'est-à-dire que vous allez créer un contenu qui va attirer les gens sur votre site web. Ok, étape numéro 1. Et le sur votre site web, vous l'avez attiré avec une petite accroche, un petit contenu qui est sympa. Ok, étape 2. Étape 3, il arrive à la fin. Et là, est-ce qu'il est mieux à acheter? C'est pas sûr. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel à l'action en disant téléchargez une checklist, récupérez un livre blanc, suivez un cours vidéo, je vous fais un audit gratuit, je vous fais ceci, cela. Et donc on récupère ces coordonnées, donc étape numéro 4 je pense, et après une fois que vous avez ces coordonnées, bam, on peut vendre. En fait c'est important de penser à ça, même quand vous faites une publicité sur Google ou sur Facebook Ads, généralement vous aurez un petit peu de mal à vendre directement, à moins que vous soyez dans l'e-commerce, que vous fassiez du produit d'impulsion. C'est beaucoup mieux d'aller récupérer les coordonnées et ensuite la vendre. Alors sauf si, comme je disais, il y a un besoin urgent, que la personne se dit waouh, c'est une occasion, je saute dessus, ou c'est un truc qui est vraiment simple et qui ne nécessite pas de réflexion. Alors, donc, comme je le disais, le titre, la problématique, tac, bon, bien sûr, il faut bien sûr faire plein de détails, des structures, des appels à l'action, etc., etc. Alors, sur le web, les gens ne lisent pas, ils scannent. C'est important aussi de se dire ça. Donc, en fait, je vous ai mis 2 versions où on écrit du texte comme ça, et puis l'autre après où c'est quasiment le même texte, mais avec en fait des images, des vidéos, etc. Donc tout de suite, il faut soigner la forme, pour mettre des choses qui soient beaucoup plus lisibles, pour que ce soit rapide. Donc là, on a vu la première partie qui était écrire du contenu de qualité, et comment on va le faire, qui va intéresser les lecteurs, ils vont se dire waouh, ce mec-là il est vachement doué, ça m'intéresse, en plus il me donne un truc gratos pour commencer, etc. Donc bien sûr, on ne donne pas la solution quand on donne un truc gratuit, on donne le début de la solution, on donne une astuce, et ensuite on va proposer la solution complète, comme d'habitude. Là maintenant, on va penser un petit peu aussi à Google et à générer du trafic. Alors en fait, comme je le disais, il faut penser à ce que tapent les internautes quand ils sont sur Internet. Donc tout simplement, se dire, ok, qu'est-ce que recherchent vos prospects sur Internet? Voilà, c'est tout ça. Par exemple, je sais pas, ils veulent acheter une voiture. C'est acheter une voiture, acheter une R5, c'est peut-être un peu vieux une R5, acheter une Clio, je suis pas très voiture. Donc, voiture d'occasion, j'en sais rien, tous ces trucs-là. Et généralement, vous avez un site internet où vous dites, à propos, on est le garage à Courbevoie, ou on est casse automobile à Courbevoie, et forcément les gens, ils cherchent peut-être pas casse automobile à Courbevoie, ou le nom de votre entreprise. Puis il y a par contre, bien sûr, une petite zone qui est commune entre les deux. C'est, par exemple, voiture occasion Courbevoie, je dis ça n'importe quoi, mais... Donc en fait, il y a un certain nombre de chevauchements, et bien sûr, ce qui est pertinent, c'est ça. Après, cette partie qui est là,
elle est quand même importante, hein, parce qu'en fait, cette partie qui est là, c'est là que vous allez présenter votre entreprise, vous expliquer comment vous faites, que des clients sont super contents, que vous avez des super tarifs, etc. Mais si vous voulez être visible sur Google, c'est cette partie-là qui est importante. Donc bien entendu, ce qu'il faut, c'est que cette partie-là, elle soit la plus large possible là-dessus, pour attirer le plus de monde. Quand les gens tapent un mot-clé, ils tombent sur votre site à vous. Voilà. Donc après, vous pouvez faire un petit audit, je vous montrerai comment faire après. Donc il y a un rappel qui est important, et ça paraît une évidence, mais ça ne l'est pas forcément. Il faut se dire que une page de votre site web, c'est une expression. C'est-à-dire que vous voulez être présent sur voiture d'occasion Courbevoie, il faut créer une page, vous dites comment choisir sa voiture, comment trouver une voiture d'occasion à Courbevoie. Et choisir une caisse d'occasion, c'est pas la même chose que choisir une page d'occasion. Si choisir une caisse d'occasion, c'est une expression que tapent beaucoup les gens, il faut créer une page pour choisir une caisse d'occasion. Voilà. C'est comme, par exemple, dans la paye, si vous regardez sur Internet, bulletin de paye et bulletin de paye, alors j'ai l'air de dire la même chose, mais je dis pas la même chose. Si je dis bulletin de paye, P-A-I-E, et bulletin de paye, P-A-Y-E, c'est totalement différent. Je crois que bulletin de paye, P-A-Y-E, c'est 30% du trafic de PAIE. Donc en fait, si vous avez une page, si vous vendez par exemple des bulletins de paye, vous êtes comptable, si vous créez une page qui s'appelle comment faire des bulletins de paye, ou obtenir des bulletins de paye à Courbevoie, vous serez obligé de mettre bulletin de paye Courbevoie, P-A-I-E, et bulletin de paye, P-A-Y-E, Courbevoie. Donc c'est deux pages qui sont différentes, avec des contenus différents, parce que ce sont deux expressions différentes. Donc c'est important de se dire ça. Chaque page est positionnée pour un mot-clé. C'est simple. Quand vous avez compris ça, vous avez compris déjà pas mal de choses. Alors, comment on fait justement pour savoir sur quel mot-clé se positionner? Alors, Google nous aide un petit peu. En fait, vous avez en fait Google AdWords, qui est l'outil en fait de publicité de Google. En fait, dedans, ils ont un petit outil qui s'appelle Keyword Planner, qui permet en fait de, ici vous allez dans Outils, vous avez Keyword Planner, et puis vous tapez un mot-clé. Par exemple, là, je reviens sur mon bulletin de paye. Vous tapez bulletin de paye et vous dites, bah tiens, ce qui est plus recherché, c'est bulletin de paye, PAIE. Et voilà, ensuite il y a créer des bulletins de paye, modèle de bulletin de paye, et il vous donne des idées de mots-clés. Voilà. Et là, en fait, quand on est plutôt sur du référencement, bah, on va se dire, tiens, j'aurais pas le temps avec mes articles de qualité qu'on a vu précédemment, qui font 1000 à 1500 mots, qui durent 2 heures, j'aurais pas le temps de me mettre sur toutes ces expressions parce que ça va être trop long, je vais y passer toute ma vie. Donc en fait, on va utiliser entre guillemets un raccourci, c'est-à-dire qu'on va créer du contenu qui est plus rapide, qui sera peut-être moins bien référencé, et qui sera moins bien référencé parce qu'il sera plus court, mais ça me permettra d'être présent sur ces expressions. Alors j'aurai pas forcément un trafic de malade, parce que forcément c'est pas du contenu hyper intéressant, en 500 mots ou quelque chose comme ça, on peut pas faire un contenu qui soit de référence, mais on peut au moins se positionner. Alors, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, hein. Je travaillais pour une société qui était d'origine belge, qui s'installait en France pour vendre du CRM, et forcément ils étaient très peu connus au niveau français, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé en fait pendant à peu près un jour par semaine, j'ai créé du contenu pour avoir un article par semaine sur chaque expression qui était importante dans le domaine. Alors forcément, ça n'a pas généré un trafic de malade, parce que c'est des petits contenus, mais en fait, ça permet d'être présent au moins sur ces mots-clés-là. Voilà. Ouais. Est-ce que ce contenu-là de mots-clés, il faut le trouver dans le titre, ou est-ce que ça peut être dans l'article, au sein de l'article? Alors en fait, c'est tout. Comme je disais, c'est une page est égale à une expression. C'est-à-dire que dans le titre, par exemple, c'est, comme je disais, faire un bulletin de paye. Ou faire un bulletin de paye, PAYE, PAIE, et dans l'intro, on dit, dans cet article, vous allez découvrir comment réaliser simplement, en 5 minutes, un bulletin de paye. Et donc, un bulletin de paye contient tel truc, et si vous voulez de l'aide pour créer vos bulletins de paye, appelez-moi, ou téléchargez ce modèle-là, ou ces trucs comme ça, blablabla. Et ensuite, je vais faire un autre article, avec le titre, comment réussir ces bulletins de paye, ou faire ces bulletins de paye, avec PAYE cette fois, et dit non, c'est créer un bulletin de paye n'est pas si compliqué que ça, je vais vous montrer en moins de 5 minutes chrono comment on peut faire son truc, blablabla. On peut dire
de manière différente, parce que chaque contenu doit être unique. Si vous dupliquez du contenu qui existe déjà sur Internet, ça ne fonctionne pas. Parce qu'encore une fois, Google est là pour donner la bonne information. Si vous volez, vous prenez le contenu d'un autre site Internet, il va dire, maintenant, mais je le connais déjà ce truc-là, et le contenu il est déjà sur l'autre site Internet. Il dit, ah bah non. Donc ça, c'est un contenu dupliqué, c'est pas le contenu original, donc ça ne m'intéresse pas, je ne le mets pas de côté. Et au contraire, le mec, il a quand même volé le contenu d'avant, donc je le pénalise, et il ne faut pas y aller. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Alors, un moyen de pouvoir justement créer ces petits contenus sans trop prendre de temps, c'est ce que j'appelle moi l'audit des contenus. Je disais il y a 2 secondes, j'y passais un jour par semaine et je faisais un article tous les jours, 7 articles par semaine. C'était simple, c'est parce qu'en fait j'ai fait un audit du contenu. Je suis allé dans le CRM de l'entreprise, j'ai été faire fouiller dans les disques durs et j'ai trouvé par exemple des fiches produits. Des fiches produits où il y avait déjà du texte qui était tapé, mais qui n'était pas sur Google. C'est important que le texte ne doive pas être sur Google. Par exemple, il y avait des fiches papier, je les ai scannées, j'ai pris un logiciel d'OCR qui a permis de récupérer le texte, et bam, j'ai récupéré tout ce texte-là. Donc en fait, on va faire un audit et on va récupérer des choses. Par exemple, il y a aussi des appels d'offres. Des appels d'offres où vous avez créé du contenu spécifique, j'ai pris ce contenu-là, hop, je l'ai mis dedans. Et je faisais également des présentations PowerPoint, ils avaient fait quelques conférences, quelques trucs, etc. Des interviews qu'ils avaient faites également. Donc j'ai récupéré toutes ces choses-là. Il y a des mémoires de stage. Dedans, en fait, le but, c'est pas de prendre le mémoire du stagiaire et de le copier-coller, mais il y a des morceaux qu'on peut mettre dedans. Et bien sûr, à chaque fois, il faut les optimiser. C'est-à-dire que, par exemple, dans les fiches produits, il parlait, c'était une boîte qui vendait un CRM qui s'appelait Effici CRM. Il disait, bon, Effici CRM permet de faire ça, 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 ça. Or, moi, mon objectif, c'était pas d'être positionné sur le mot-clé Effici CRM, mais d'être mot-clé, par exemple, d'être présent sur le mot-clé solution de CRM. Donc, je faisais un CTRL F dans Word et je faisais remplacer Effici CRM par logiciel de CRM ou solution de CRM ou ceci, cela. Voilà. C'est comme ça, en fait, que sert l'outil. Après, éventuellement, si vous avez des checklists dans pas mal de boîtes, pour gérer des projets ou des choses comme ça, on a une checklist, on a des trames d'audit, et ces contenus-là peuvent être utilisés soit pour du bonus, soit pour créer du contenu. Et puis également, moi c'est ce que je fais, des fois je fais des longues réponses par email, les gens me posent des questions. Je me dis bon, et pour pas perdre du temps, je copie-colle cette réponse-là et j'en fais un petit article qui sera positionné sur un mot-clé en particulier. Voilà, c'est quelques idées de vous dire que quand vous avez du contenu qui existe, vous pouvez le reprendre, tout simplement. C'est vraiment rapide à faire, moi je l'ai fait régulièrement là-dessus. Alors, ensuite, vous pouvez aussi espionner vos concurrents. Alors en fait, c'est simple, vous regardez un outil qui s'appelle SEMrush. C'est un outil qui est plutôt destiné aux agences web, c'est pas trop destiné en fait aux particuliers. Mais vous avez une version en fait gratuite qui permet d'avoir un petit peu de résultats. Je crois qu'il peut d'avoir 5-10 résultats. Par exemple, là j'ai pris le site ville-courbevoie.fr et en fait, il vous dit les mots-clés qui attirent le plus de trafic sur le site ville-courbevoie.fr, c'est Courbevoie. C'est mairie de Courbevoie, c'est piscine de Courbevoie, mairie de Courbevoie, ville de Courbevoie. Donc en fait, il vous dit quels sont les mots-clés qui génèrent le plus de trafic pour un site internet. Et moi, ça m'a servi. Par exemple, j'ai analysé quelques sites de mes concurrents et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui leur génère eux du trafic? Et donc, je me suis dit, tiens, il y a un mot-clé, par exemple, un mot-clé qui c'était charte graphique. Ah ouais, charte graphique. Je voyais que la difficulté n'était pas énorme, parce qu'en fait, il peut vous donner des informations sur la difficulté d'un mot-clé. Est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas? Et à ce moment-là, j'ai vu que la concurrence était relativement faible. Et donc, j'ai créé un article de référence, comme on disait tout à l'heure, un article comme ça, un bon article, pas un petit article de 500 mots, mais un vrai truc intéressant. Et donc, j'ai réussi à capter un petit peu de ce trafic-là, parce que j'étais totalement absent de ce mot-clé. Alors, le 6 sur 10, écrire quand on n'a pas le temps ou qu'on n'aime pas écrire. Ça, en fait, c'est beaucoup de choses en fait, qui arrivent. On n'a pas de temps, on n'a pas envie, ou c'est pas notre passion, on n'est pas habitué, etc. Alors, une première chose, c'est plus on écrit, plus on écrit. Et je vois, au début, moi j'avais un petit peu de mal à écrire des contenus, puis finalement, quand on a l'habitude, après, c'est comme un écrivain, comme un sportif. On devient sportif des doigts et on écrit très rapidement.
Bon, tout le monde n'est pas des athlètes de l'écriture, donc en fait, un truc qui peut être fait, c'est ce que je fais là. C'est pour ça que je vous disais que je vais expliquer pourquoi j'enregistrais, c'est pas que pour que vous puissiez l'obtenir. C'est qu'en fait, moi j'utilise beaucoup les fichiers audio pour créer du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, sur mon téléphone, bah, je prends des notes, j'utilise l'application de notes de mon téléphone, et tout simplement, je mets une trame en fait de ce que je veux dire. Ensuite, je prends mon téléphone, et puis quand je suis dans le métro, quand je suis dans la rue, etc., et ben en fait, je dicte en fait ce que je veux dire. Donc en fait, ben, comme là ici, ce truc 49 minutes là pour l'instant, et ben en fait je vais le faire retranscrire sous format de texte. Et comme ça en fait je vais obtenir un article. Et donc hop, après vous pouvez le faire retranscrire par un stagiaire, par un rédacteur, etc. Alors c'est très long à faire, c'est pour ça que moi je le fais jamais moi-même. Parce qu'en fait retranscrire un texte, grosso modo, c'est 2 à 3 fois le temps. C'est-à-dire que vous faites un petit enregistrement qui dure 5 minutes, là vous avez au moins 15 minutes de travail pour après remettre en forme, réécrire, etc. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer par quelqu'un qui est externe, en offshore, etc. Mais je l'ai fait également en entreprise. Alors dans une grande boîte, c'est vraiment pertinent, parce qu'en fait, vous avez beaucoup de gens qui sont des experts dans un domaine d'activité et qui ont la connaissance et vous ne l'avez pas. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous, en fait, vous interrogiez les gens dans l'entreprise et après vous faites un coup. Voilà, on va changer de micro régulièrement. Donc après, l'autre solution, c'est bien sûr de passer par un community manager, quelqu'un qui est, bon, c'est le métier, qui est habitué à écrire et qui pourra faire tout ce que je vous ai montré auparavant, il le fera pour vous. Alors ça peut coûter entre 500 et 1000 euros par mois, entre 50 et 80 articles, ça peut coûter un petit peu moins cher. En offshore ou des choses comme ça, avec des plateformes comme Redacteur.com, ça coûte un peu plus cher, voilà, ou un peu moins cher, ça dépend ce que vous prenez, mais il faut toujours relire. Une personne n'aura jamais votre expertise. Ouais. Ouais, mais c'est pas top. C'est pas top. Personnellement, la reconnaissance vocale, moi, si vous y arrivez, pas de problème. Vous avez aussi Google Docs qui le fait très bien. J'ai tenté avec Google Docs. Vous allez sur Google Docs sur PC, vous parlez et il met du texte. Si ça marche, faites-le. Moi, ça marche pas parce que c'est un peu technique. Généralement, j'ai des mots-clés techniques et bon, après, je parle vite aussi, je pense. Mais si ça marche, très bien. Vous avez également dans Google Docs online, vous avez la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un outil qui permet de faire de la dictée vocale. Alors, j'ai testé un peu. Alors, c'est vrai que je n'ai pas passé plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais c'est la même chose. Vraiment, si ça fonctionne, faites-le. Si vous obtenez un texte qui est correct, faites-le. Il n'y a pas de souci. Moi, mon expérience à moi montre que ça ne marche pas trop. Mais si vous êtes dans une thématique qui est correcte, faites-le. Pas de problème. C'est vrai que je connais une personne, Yann Gourvenec, qui utilise beaucoup ça pour la dictée vocale. Et c'est vrai que comme vous, ça fait 5 ans, parce qu'il y a des problèmes de poignet, en fait, il ne peut plus taper au clavier comme avant. Et donc, il utilise beaucoup la dictée, et c'est vrai qu'il en est assez content. Donc, voilà, moi je préfère faire retranscrire, comme ça je fais ça tranquille. Et surtout, en fait, moi je le fais dans la rue, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Et donc, en fait, je l'envoie après à un transcripteur qui m'envoie un texte clé en main. Et donc, c'est quand même plus sympa. Comment ? Oui, bien sûr, comme je vous le disais, là, voilà, on sous-traite. Alors, numéro 7. Allez chercher le trafic là où il se trouve. Alors, c'est important de se dire qu'un blog, en fait, au départ, va pas vous amener beaucoup de trafic. En fait, il y a un système de palier qui existe, et il faut vraiment être conscient de ça. Un blog, au départ, fera 5-10 visites par jour, ensuite il en fera 30, ensuite il en fera 100, ensuite il en fera 200, 50, 300, ensuite il en fera 500, ensuite il y aura un palier à 1000, ensuite il y aura un palier à 2000, enfin 1500, 2000, ensuite il y aura un palier à 3-4 000, ensuite il y aura un palier à 5000, ensuite il y aura un palier à 10 000, ensuite il y aura un palier à 12 000, ensuite il y aura un palier à 15-18 000,
obligé de monter comme ça, jusqu'au ciel. Alors en fait, plus vous créez de contenu, plus vous avez de pages, plus vous serez en fait référencé. Mais en fait, par exemple, moi, pendant un an, j'étais sur le palier des 12 000. Voilà, j'étais à 12 000 visiteurs par jour. Même si j'écrivais des contenus, même si je faisais du trafic, pas plus. Et là, depuis 6 mois, bam, j'ai passé un nouveau palier, je suis plutôt entre 12 000 et 18 000, voilà, grosso modo. Donc en fait, il y a des paliers. Et ça, vous n'y pouvez rien, parce qu'en fait, c'est votre contenu, c'est l'attractivité de votre contenu. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont déçus par le blog, parce qu'ils se disent, tiens, j'ai créé un truc et j'ai que 30 visites par jour. Vous disiez que votre blog, il existe depuis combien de temps? 10 ans. 12 000 visiteurs, 10 ans. Bah forcément, plus on a de contenu, mieux c'est. Et ensuite, bien sûr, il faut aller chercher le contenu. C'est pour ça, en fait, qu'il faut se dire où sont vos prospects. Et donc, par exemple, moi, pour attirer un petit peu de trafic et augmenter justement ma visibilité, bah, je vais sur d'autres sites. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Marketing.com qui propose en fait à des rédacteurs de venir écrire des articles chez eux. Donc, pas de souci. J'écris également sur le blog de Sparklane, qui est un blog sur le marketing B2B. J'écris à peu près une fois par mois dessus, un article, et hop, donc ça me permet de générer du trafic. Après, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent, tiens, j'aimerais bien écrire un article sur ton blog. Et donc après, je suis très sélectif là-dessus, parce que justement, je veux que de la qualité. À un moment donné, je faisais des contenus qui étaient de mauvaise qualité, et ça a fait baisser l'attractivité de mon blog. Pas le référencement, mais l'attractivité. Les gens disaient, ouais, non, mais t'écris plus des trucs intéressants. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Donc, où ils sont vos prospects? Est-ce qu'on peut publier sur des sites d'actualité? Est-ce qu'on peut payer également? Il y a pas mal de gens qui disent, bon, ok, j'aimerais bien être présent sur votre site, écrire un article, je suis prêt à payer pour ça. Je connais un site internet qui dit, ok, je vous paye 100, 200, 300 euros pour écrire un article, etc. Voilà. Alors, il suffit de taper vos mots-clés, vous voyez ce qui sort dans Google, et si les gens acceptent d'avoir un article de votre part sur leur site, tant mieux. Pour vous, ça vous fait un lien, ça montre que vous avez un contenu de qualité, vous allez capter une partie du trafic aussi, parce que les lecteurs de ce site-là vont voir que vous existez, etc. Alors bien entendu, quand on fait ça, on ne fait pas de la promo, hein. Le but, c'est pas de dire mon produit est super génial, mais de montrer une expertise et ensuite les attirer sur votre site web. Donc c'est vraiment important de se dire ça. Il faut aller chercher le trafic là où il est, parce qu'au départ, vraiment, il n'y a pas de mystère. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, vous allez faire 30 visites par jour. Et vous allez peut-être avoir au bout de quelques mois 100 ou 200 ou 300, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a déjà des sites qui sont établis, qui sont bien référencés sur des mots-clés, parce que leurs articles sont pertinents, le contenu est pertinent, les internautes restent du temps dessus, et pour capter et faire changer ça, il y a une inertie qui est importante. Donc faut pas se dire, tiens, je lance mon blog, waouh, j'écris des super trucs, ça va être génial, les gens vont venir. Non, il faut du temps. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher du trafic là où il se trouve. Et je vous disais tout à l'heure, écrire un article une fois par semaine sur votre blog, oui, mais c'est encore mieux d'aller écrire sur les blogs des autres, ou sur les sites des autres, ou faire une actualité. Et leur dire, après, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mon site à moi, il y a aussi des infos sympas, et puis je capture vos emails, etc. Donc ça, c'est important. Voilà. On peut également aussi utiliser les influenceurs, comme je vous le disais. Si vous vous contentez d'écrire pour vous, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, vous ne serez pas reconnu, Google ne vous connaîtra pas, les internautes ne vous connaîtra pas. Donc souvent, en fait, des gens ont une communauté, c'est à vous de l'exploiter. Ils peuvent être quelqu'un qui a une grosse page Facebook, quelqu'un qui a un gros compte Twitter, quelqu'un qui a un gros compte YouTube, etc., ou quelqu'un qui a un blog, etc., etc. Même, il y a des plateformes de curation, Scoopit, etc., des gens ont une plateforme, ils ont de l'audience. Donc le but, c'est d'aller capitaliser sur ces gens-là. Donc une des techniques que j'utilise régulièrement, c'est l'interview d'experts. En fait, c'est simple, hein. Vous utilisez des outils qui existent, hein, BuzzSumo, Social Bearing ou Twitter, vous tapez vos mots-clés dans Google, disons blog sur tel sujet, des experts dans des groupes Facebook, LinkedIn, ceux qui font déjà des interviews, comme j'ai des gens qui sont sur YouTube, des gens qui sont sur Scoopit, et vous essayez de repérer donc ces gens qui sont connus et reconnus dans votre domaine d'activité. Et vous leur proposez une interview. Alors bien sûr, une interview face à face, vous n'êtes pas journaliste, donc forcément, c'est pas forcément évident. Donc la technique, elle est simple, hein. Moi c'est ce que j'ai utilisé plusieurs fois, c'est 5 questions par email. Voilà, j'apprécie beaucoup votre travail, je suis votre blog ou je suis vos vidéos, c'est vachement sympa, etc. etc.
j'aimerais que vous répondiez à 5 questions. Alors, question numéro 1, est-ce que vous pourriez vous présenter? Numéro 2, quel est votre conseil numéro 1 que vous donneriez à un créateur d'entreprise, ou à ceci, cela, blablabla. Ensuite, vous mettez les réponses en forme, vous mettez un petit peu de valeur ajoutée, et l'intérêt, en fait, c'est d'aller dire à l'influenceur, à la personne que vous interviewez, tiens, ça y est, ton interview en ligne, n'hésite pas à la relayer, c'était vachement intéressant. Et donc après, moi par exemple, c'est ce que j'ai fait là, dans un cas pratique, pour cette boîte pour laquelle j'ai travaillé, belge, j'ai interviewé 17 influenceurs dans le domaine du marketing B2B, parce que c'était notre cible, et donc en fait, ça m'a fait un contenu qui était comme relativement simple à créer. Et bien entendu, après, c'était mettre un peu en valeur. Vous voyez, là, j'ai mis des petites citations d'une des personnes, etc. dedans pour que ça le valorise, parce que si c'est juste pour mettre du texte pas mis en forme, pas très joli, le mec, il va jamais le relayer. Si vous le mettez en valeur comme ça, il se dit « Ah ouais, c'est vachement sympa, c'est vraiment bien, etc. etc. » Donc en fait, moi, c'était un petit livre blanc, une semaine, 200 téléchargements. Bon, voilà. Donc c'était d'abord les interviews. Ensuite, j'ai compilé toutes ces interviews dans un livre blanc. C'était les 17 conseils d'experts pour le CRM, parce que c'était l'objectif. Hein, voilà. Donc c'était plutôt haut de gamme, plutôt B2B. Donc c'était à la fois court terme, créer du contenu, et à la fois outil de génération de trafic. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de contenu-là, ça dure toute la vie. Hein. Le bouquin, il est disponible après sur le site internet, et il continue de générer des leads régulièrement. Hein. Voilà. L'ego aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Hein. Là, par exemple, c'était une boîte qui s'appelle Brandwatch, qui n'est pas très connue, je la connaissais pas, et puis du jour au lendemain, ils ont interviewé plein d'experts dans leur domaine d'activité. Ils leur ont dit, est-ce que si vous aviez un conseil à donner pour devenir un influenceur, voilà, ça serait quoi? Et puis donc ça ne prend pas beaucoup de temps, ça a pris 2 minutes pour faire ça. Puis après donc ils ont fait une jolie petite infographie, ils ont fait un truc sympa. Et donc forcément je dis ah ouais c'est bien foutu, et ok je vais le relayer. Voilà. Encore dans le même style, hein, par exemple c'était un blogueur qui s'appelle André, un site Traffic Mania. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'envoie un petit truc et il me dit j'espère que tu vas bien, j'ai fait un lien vers ton article dans mon article, les 12 pires meilleurs commentaires, blablabla. Bla, 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 bla. Donc en fait, le but c'est encore une fois d'essayer de capter le trafic d'autres personnes pour les ramener sur son site à lui, parce qu'il se doute bien que si tu trouves pertinent, est-ce que tu serais OK pour le partager? Donc en fait, la technique, elle est vraiment là, c'est jouer sur l'ego. Hein. Et moi, je fais la même chose. Hein. Quand je fais une critique d'un livre qui me plaît bien, je dis tiens, voilà, dans mon dernier article, j'ai cité ton bouquin. Voilà. Donc en fait, j'utilise cette technique-là et les autres utilisent cette technique-là. Donc en fait, c'est un truc simple. Donc on arrive quasiment à la fin, à la fin des 10 conseils, on est au 9e. Donc c'est bien de faire venir des gens sur votre site internet, mais comme je le disais, si les gens y viennent et ils disent « Oh, c'est super génial !» il faudrait que j'y pense plus tard de le rappeler quand j'aurai un besoin. Et que forcément, il y a l'actualité qui passe, c'est foutu. Donc en fait, le but, c'est de récupérer les emails des visiteurs. L'email est une des rares coordonnées fixes, relativement fixes, qui permet après de pousser de l'information. Donc le principe, en fait, c'est de créer une liste, car vendre directement est difficile. C'est ce principe, ce qu'on appelle le give to get, c'est donner de la valeur en échange d'un email, parce qu'un email a de la valeur. Et comme je disais, avoir des fans c'est bien, mais en fait les fans sur Facebook, les suiveurs sur Twitter, ils ne vous suivent pas forcément, ils ne regardent pas toute votre actualité. Par contre, si vous poussez un message par email, il y a de fortes chances qu'ils puissent le lire. Donc les bonus que vous mettez, comme je le disais, hein, si vous utilisez une checklist à titre personnel sur votre entreprise, si vous avez un guide, si vous avez un livre blanc, etc., etc., et la fameuse compile d'articles, moi par exemple, ce bouquin-là, la 52, attirer plus de prospects, 52 optimisations simples, en fait ça doit être 10 articles que j'ai fait à la suite, partie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, que j'ai compilé dans un bouquin. Pareil, celui-là, un mois pour améliorer son référencement, sont 2 conseils, ça doit être sur 1 an, j'ai dû faire une dizaine d'articles. Celui-là aussi, les 112 secrets des as de la vente, ça a dû durer 1 an et demi, et j'ai fait un article comme ça pendant 1 an et demi, peut-être un par mois ou quelque chose comme ça. Celui-là, c'était des interviews. Celui-là, c'était des images, des photos, des dessins que j'ai fait faire. Ça aussi, c'est de l'interview, ça c'est du vrai article, ça c'est une liste d'outils, et ça c'est une compilation d'articles. Et qu'est-ce qu'ils ont en plus alors?
que ça, ils pourraient l'avoir sur le blog en Mais- recherchant, non? Parce que vous simplifiez leur effort. J'ai cet article-là, il existe. C'est un copier-coller d'un article qui est très long, que je mets à jour régulièrement, qui est sur mon site internet, sauf que là, vous matérialisez le truc. Ça fait toute la différence entre dire consultez mon article, machin, et là, en fait, vous leur donnez un bon prétexte. Encore une fois, c'est la valeur ajoutée. En échange d'email qui a de la valeur, je vous donne quelque chose qui a de la valeur. La valeur, c'est du temps, c'est une méthode, c'est un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, d'ailleurs, ce bouquin-là, limite, il serait moins intéressant à récupérer que l'article source, parce qu'en fait, l'article source, en fait, je le mets à jour, j'ajoute des choses régulièrement. Donc, mais ça représente quelque chose. Voilà. Ça matérialise le fait que je donne mon email. Donc quelques exemples, ben voilà, je vous en ai mis là. Hein. Par exemple, sur un site web, là, sur le CRM, c'est un site qui est fait plus pour générer du lead. Donc en fait, bon, il y a le titre et juste en dessous, il y a le petit formulaire. Vous ne savez pas comment choisir un CRM, télécharger le guide gratuit. Là, ici, il y a encore un autre bouquin là. Ici, il y a un truc besoin d'aide. Dans l'article, ici, il y en a. Donc en fait, le but, c'est vraiment se dire, je récupère l'email et j'améliore la conversion. Donc où on va placer ces bonus, hein, son fameux bonus, on l'ajoute aux bons endroits, dans le texte de manière contextuelle. C'est ici, hein, par exemple, là, c'est dans l'article. Vous voulez justement savoir comment faire pour faire attirer plus de trafic sur un site web, ben on fait ça, on fait ci. Donc sous le titre de l'article, comme on a vu là, hein, tac. On peut le mettre dans la sidebar. La sidebar, c'est ici sur le côté. Voilà, et on peut le mettre dans beaucoup d'endroits. On peut même mettre une pop-up. Ça, on le voit dans pas mal de sites internet. Au bout de quelques dizaines de secondes de navigation, il y a un truc qui vous dit tiens, est-ce que vous voulez télécharger ce guide, blablabla. Voilà. Et on peut également le mettre à la fin en disant bah tiens, vous voulez en savoir plus, c'est qu'une petite astuce, découvrez toutes les astuces complètes, découvrez la checklist à la fin de l'article, tout simplement. Voilà. Placez également les bonus au bon endroit. C'est aussi si vous avez déjà un site existant, en fait tout simplement, regardez quelles sont les pages qui génèrent le plus de trafic sur votre site existant. Généralement, vous avez 3-4 pages qui génèrent 20-30% du trafic de votre site web. Or, sur ces 3-4 pages, vous n'avez peut-être pas un bonus où vous dites si vous voulez en savoir plus sur mon truc, téléchargez ce bouquin, téléchargez cette checklist, ou faites un audit gratuit, faites ce quiz, etc. etc. Donc le but en fait c'est de repérer les pages avec le plus de trafic sur votre site web. Donc vous allez dans Google Analytics, dans comportement, contenu du site, toutes les pages. Là vous voyez quelles sont vos top pages. Et sur cette top page là, vous essayez de mettre un contenu que vous pourrez en fait, qui fera en sorte que les gens vont laisser leur email. Voilà, très simplement. On arrive au 10e et dernier conseil. On a vu que l'email c'était important. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, certes récupèrent des emails, mais qui n'ont pas une animation et qui n'ont pas en fait ce qu'on appelle un tunnel de vente. C'est-à-dire un tunnel de vente, c'est-à-dire qu'une fois que les clients ont mis leur email, en fait il faut les inciter à commander. Or en fait, on ne peut pas être derrière tous les gens tout le temps. Donc la mise en place d'un outil d'autorépondeur, c'est du marketing automation, permet tout simplement de programmer des messages de manière scénarisée. C'est-à-dire que le jour 1, voilà le bouquin que tu as téléchargé, que tu as commandé. Le jour 2, tiens, je sais pas, je te mets un témoignage d'un client qui est super content. Le jour 3, je vais peut-être te dire, tiens, regarde, il y a un outil pour calculer le ROI de l'utilisation de mon outil. Ou le jour 4, tiens, je te propose un audit, appelle-moi. Sauf que le message que vous allez envoyer le jour, pas 4, parce que ça fait un peu, je n'expliquerai pourquoi. Après, il ne faut pas envoyer tous les jours non plus. Mais le jour 4, l'envoi 4, l'email numéro 4, vous dites, tiens, appelez-moi, vous pouvez le scénariser. Moi, je le faisais régulièrement. C'est-à-dire que j'envoyais un message disant, j'ai plus que 2 places, j'ai plus beaucoup de place pour l'audit cette semaine, appelez-moi vite si vous voulez avoir une réservation. Et je le faisais également avec mes collègues qui étaient avant-vente, qui disaient, voilà, j'ai un créneau de libre cette semaine pour une démonstration, appelez-moi si vous voulez réserver. Donc bien sûr, ça fait partie du scénario, mais ça met une notion d'urgence en fait à la personne. Elle dit, ah tiens, ah oui justement c'est le moment, je voulais justement savoir ça, ou j'avais besoin d'en parler, tiens, c'est le moment. Donc en fait, on programme une série de messages. Alors, si vous êtes en fait sur une liste qui grandit peu, par exemple moi dans le B2B, j'ai une liste qui grandit peu entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont un besoin qui naîtra pas tout de suite, Donc je fais d'abord du contenu à valeur. Alors il ne faut pas donner que du gratuit, il faut donner des informations, des témoignages clients, etc., etc.
puis de temps en temps faire des promos. Le 80% de promos, si vous avez par exemple des gros volumes de prospects, ou si vous avez par exemple vous êtes dans l'e-commerce, ça peut être intéressant. Si vous avez beaucoup de prospects qui sont différents, ou il y a un gros turnover, ça peut être intéressant de faire de la promo. Mais celui-là, moi, je l'utilise pas beaucoup. Ça c'est plutôt pour créer une relation de confiance, montrer un petit peu, faire naître le problème, montrer un petit peu votre expertise et vendre derrière. Donc voilà, donc au début, il faut juste planifier sur quelques semaines et en rajouter. Voilà, par exemple, tiens, je vous ai mis un exemple pour le truc que j'ai fait, c'est mon écriture, je crois que c'est mal écrit. Il faut une photo. Le jour J, on reçoit le remerciement avec une mini vidéo disant voilà, merci d'avoir téléchargé le bouquin, vous apprendrez à faire ceci, cela. Ensuite, le jour J, donc le lien par email. Alors ça, c'est la page de en fait, voilà, c'est ça. Il remplit un formulaire. Il arrive sur une page qui lui dit merci d'avoir téléchargé, vous allez recevoir votre bouquin dans 2 secondes. À ce propos, si vous voulez faire ceci, cela, j'ai quelques trucs intéressants. Le jour même, quelques secondes après, il reçoit l'email avec le lien de téléchargement. J+2, il reçoit en fait une petite vidéo qui explique en quoi on est différent, notre philosophie, et pourquoi pas une petite promo. Ensuite, J+8, hop, un bouquin avec les témoignages clients. Alors voilà, la liste de tous nos clients contents dans tel secteur d'activité. Ensuite, voilà, je propose une web démo personnalisée 15 jours après. Un jour plus tard, le coût de rien faire. Alors savez-vous que si vous ne faites rien, vous perdez X euros par jour. Voilà, un outil de ROI à faire. Je peux vous aider, un email, est-ce que je peux vous aider? Voilà. Ensuite, une étude client, etc., etc. Donc en fait, il y a un certain nombre de messages qui sont préprogrammés, qui permettent de mettre son truc sur pilote automatique. Alors pourquoi un autorépondeur? Tout simplement parce que je vous ai fait un petit calcul, c'est simple, imaginons que j'ai un trafic de 5000 personnes, bon ça augmente un petit peu, alors bon, c'est un petit peu audacieux, généralement ça augmente pas autant que ça, mais bon allez, on va dire qu'on a un trafic qui est quand même relativement stable, on voit ici le nombre de visiteurs par mois, donc on est relativement stable. Par contre, en fait, le nombre d'inscrits, donc, il évolue selon le trafic, c'est un pourcentage, et donc le nombre d'inscrits est cumulatif. Et on voit bien ici que le nombre d'inscrits par mois, donc j'ai mis quelque chose qui était quand même relativement cohérent par rapport au trafic, on voit tout de suite que ça augmente. Donc en fait, le fait de créer sa liste le plus rapidement possible permet en fait de créer un business qui sera beaucoup plus sécurisé. Voilà. Donc, il y a pas mal de solutions, il y a Mailchimp, Aweber, SG Autorépondeur, il y en a plein d'autres, je vous ai mis un petit lien si vous souhaitez le savoir. Alors, je vais juste regarder quelle heure il est. 10 heures. Donc, je vais finir par les 10 erreurs à ne pas commettre. Donc là, je ne vous ai pas préparé 20 slides. Il y a juste une seule slide. Mais c'est moi qui vais parler. Donc, c'est quelques erreurs courantes que je vois comme super régulièrement. La première, c'est s'attendre à avoir des résultats tout de suite. Comme je vous le disais, il y a des paliers. Vous n'allez pas faire 10 000 visiteurs voilà, tout de suite, faut être clair. Donc il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. Vous allez commencer à vous lancer, écrire quelques contenus, puis 3, 4, 5, 6 mois plus tard, ça va mettre du temps. Donc en fait, il ne faut pas se dire, ok, je vais générer du trafic tout de suite, c'est pas AdWords, c'est pas Facebook Ads, on va pas avoir une foule qui va débarquer tout de suite. Alors certes, il y a des petites techniques que je vous ai montré tout à l'heure, et écrire sur d'autres sites, pourquoi pas faire quelques interviews d'influenceurs qui permettent de générer un peu de trafic. Il y a quand même des techniques comme ça qui marchent bien et qui vous permettent d'avoir un peu plus de trafic. Après, il n'y a pas de mystère. Le trafic, en fait, c'est pas de la magie, il n'y a pas de gourou. Soit il faut payer, soit il faut prendre du temps. Donc en fait, si vous voulez avoir du trafic à court terme, voilà, il faudra mettre de l'argent sur la table, que ce soit de la pub ou autre chose, ou un partenariat ou autre chose. Voilà. Le deuxième point, écrire pour se faire plaisir ou sur une thématique. Ça, en fait, ça arrive souvent avec des gens qui veulent se dire tiens, je vais lancer un business, je vais lancer un blog. Puis c'est vrai que quand on commence à écrire, on écrit beaucoup de choses pour se faire plaisir. Or, en fait, un blog, c'est un outil. Donc, en fait, il faut bien repérer ses mots-clés, savoir ce qui va attirer les gens. Même moi, j'ai le problème des fois. Des fois, je me dis, tiens, il y a un truc sympa, j'aimerais bien en parler, puis j'écris un article là-dessus. Puis je me dis, ah ouais, merde, c'est vrai que c'est sympa, mais ça ne va pas attirer ta cible. Par exemple, moi, sur mon blog, j'étais très, en fait, freelance, développement personnel, monter un business avec un blog et tout ça. Et en fait, je suis en train de remonter, changer de cible et
me spécialiser plus dans ce que je connais moi, qui est le B2B, parce qu'il y a plus de valeur ajoutée, les clients sont plus de budget, hein, c'est clair. Et donc forcément, maintenant, j'essaie de faire moins de contenu sur comment générer du trafic avec un blog, j'essaie de switcher plus vers des stratégies, vers de la vente et des choses comme ça. Donc il faut faire attention à se dire qu'il ne faut pas écrire pour se faire plaisir, mais qu'on a vraiment un objectif. Pareil, sur un blog, j'écris pas pour une thématique. Il y a plein de gens qui me disent « ouais, je vais faire un blog sur le web marketing ». Je dis « non mais ça sert à rien, il y a déjà plein de blogs sur le web marketing. Fais plutôt un truc sur une cible. Qui est ta cible? Est-ce que c'est les TPE? Est-ce que c'est les freelances? Est-ce que c'est les grandes entreprises? Est-ce que tu veux faire un blog sur Google Analytics, sur Facebook Ads, sur AdWords? Segmente ta cible, trouve quelqu'un qui a un problème plutôt que d'écrire sur une thématique. Ça ne sert à rien de, par exemple, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de ma femme avec la couture. Elle, c'est un blog passion, mais si quelqu'un devait se lancer comme ça dans le domaine du tricot, je dirais, mais quelle est ta cible? Tu donnerais ça à qui? Aux débutantes qui veulent se lancer sur le tricot, ou quelqu'un qui est déjà avancé et qui veut des modèles? Donc en fait, il faut dire, ok, ma cible, c'est les débutantes qui veulent se lancer. Ok, alors tous tes contenus doivent être comment faire facilement un bonnet, comment faire facilement une écharpe, le guide pour faire son premier tricot en X heures, etc., etc. Et après dire, tiens, je vais vendre des cours pour apprendre à faire du tricot, etc., etc. Donc en fait, vraiment choisir sa cible et écrire pour sa cible en pensant à elle, et pas écrire sur une thématique de manière générale. Plutôt choisir une thématique ciblée que choisir une thématique très large. Alors ensuite, c'est ne pas avoir de planning clair sur les mots-clés à utiliser. Encore une fois, tous les mots-clés ne se valent pas, il y a plus ou moins de trafic, il y a plus ou moins de volume, il y a plus ou moins d'accessibilité. Donc je dis, tiens, voilà, selon ce que je vois, ce qui est recherché, ce que l'on cherche les gens, ce qu'ils me disent, bien sûr, c'est en discutant avec mes prospects, qu'est-ce que vous recherchez? En discutant, moi je cherche un bulletin de paye, ou à faire des bulletins de paye, ou à réaliser des bulletins de paye. Donc selon ce qu'ils vous disent, les mots-clés, c'est ce qu'il faut en fait utiliser. Le quatrième point, c'est penser qu'un blog c'est gratuit. Or, non, certes, ça coûte pas très cher à créer. Quand on le fait soi-même, on bricole. Hein. C'est comme si on fait du bricolage chez soi. on peut bricoler chez soi, faire sa peinture. Alors, on apprend un peu, ça déborde un peu, c'est pas très propre, c'est pas très clean. Mais après, voilà, on sait faire de la peinture. Après, on peut passer par des prestataires qui sont capables de vous faire votre peinture pour vous et vous faites rien et vous arrivez le week-end. Et ensuite, pareil, hein, le blog, pour créer du contenu, c'est du temps. Donc forcément, faut se dire, ok, si je le sous-traite à une personne, c'est lui qui va s'en occuper. Si c'est moi qui le fais, faut que je réserve du temps là-dessus. Il n'y a vraiment pas de mystère, je vous le dis, hein, c'est soit du temps, soit de l'argent. Voilà. Ne pas mesurer son ROI, ça également c'est important. Parce qu'en fait, parfois on peut se dire, je vais par exemple faire un article, faire de la pub sur Facebook, ou je vais publier un article sur un autre blog, ou alors je vais publier sur LinkedIn des contenus, etc. Ce qui est important, c'est de savoir combien ça va me rapporter. Donc en fait, vous avez Google Analytics qui est l'outil de base qui vous permet de savoir d'où viennent vos prospects. Est-ce qu'ils viennent plutôt de Twitter, LinkedIn, est-ce qu'ils viennent du référencement, est-ce qu'ils viennent d'un site en particulier? Est-ce que ça me rapporte? Voilà. Et j'ai mis du temps à faire des pages, à créer du contenu. J'ai un super article, mais qui génère très peu de trafic. À ce moment-là, il y a peut-être quelque chose. Est-ce que je dois le remettre en avant? Est-ce que je dois faire quelque chose pour celui-là? Voilà. Donc, mesurez un petit peu ce qu'on fait, parce qu'on a, sur Internet comme partout, on a beaucoup de tendance en fait à se disperser, à ne pas mesurer ce qu'on fait. Et on se dit, tiens, j'ai fait un truc super bien, j'ai été posté sur des forums, j'ai été sur LinkedIn, j'ai été sur Viadeo, j'ai été sur Facebook, etc. Mais combien de trafic ça a ramené? Et vous avez des outils, hein, comme je disais, Google Analytics, qui permettent de savoir combien il y a eu ou Bitly, ou ClickMeter, enfin il y a plein d'outils comme ça qui permettent de savoir combien de gens ont cliqué sur votre message. J'en ai un exemple, sur mon compte Twitter, les gens qui me suivent en fait sur Twitter, en fait automatiquement après qu'ils m'aient suivi, ils ont un petit message qui leur dit merci de me suivre, blablabla, si ça vous intéresse, j'ai fait un top des 150 meilleurs outils pour les PME et les freelances, vous pouvez le consulter sur ce lien. Et donc en fait, ce lien, en fait, il y a un lien de tracking, et donc je peux savoir combien de personnes ont cliqué sur le lien, et à partir de ce lien, combien de personnes en fait ont téléchargé un bouquin newsletter.
Et donc je sais en fait que finalement ce petit outil qui me permet de faire ça, il me coûte 20 € par mois, mais en fait il me permet de générer, je sais pas, 10, 20, 30, 40 clics et 2-3 abonnés par jour. Voilà. Donc ça permet d'avoir comme ça une petite idée de la rentabilité de mes actions, parce qu'on peut vraiment se disperser et faire beaucoup de choses qui ne sont pas rentables. L'autre point, c'est qu'il faut vraiment distinguer le contenu SEO et le contenu d'image. Il y a vraiment deux choses totalement différentes. Comme je disais, le contenu SEO, c'est il y a des mots-clés qui génèrent du trafic. C'est dommage de ne pas être présent au départ. Donc je fais un petit audit de contenu que j'ai déjà à la maison. Si vous avez essayé de créer une entreprise, vous avez peut-être fait un business plan, vous avez peut-être fait un document de présentation de votre projet. Il y a peut-être en fait dedans plein de trucs à récupérer que vous pouvez mettre dessus. Sur un secteur d'activité, vous avez peut-être fait une analyse, etc. On me dit, tiens, ce truc-là, je vais peut-être le changer, le réoptimiser pour faire ça. Et bien sûr, ça c'est du contenu qui est fait plus pour le moteur de recherche, qui n'est pas fait pour vos lecteurs. Parfois les lecteurs disent waouh, je vais sur un site et puis c'est pas l'info que je voulais, c'est pas génial, je repars tout de suite, donc ça va pas bien vous aider, bien vous desservir. Donc il faut vraiment se dire, je mets en avant les contenus valorisants. Alors, moi j'ai une petite astuce, quand je fais du contenu comme ça, SEO, je le poste pas à la date du jour, mais je le poste en fait quelques semaines plus tôt. En fait, je le poste en intériorité. C'est-à-dire que ça ne va pas apparaître vraiment sur ma homepage, ça va être un petit peu caché derrière, mais je vais tweeter dessus une fois tard le soir, par exemple, ce qui permettra, quand on fait un tweet sur un lien en fait, qui existe sur votre site internet, Google le référence tout de suite. Et il dit, tiens, il y a un article qui vient d'être créé. Donc Google va le voir, ok. Vos internautes ne vont pas le voir parce que vous n'avez pas forcément beaucoup de gens qui vont être sur Twitter à cette heure-là, etc., etc. Et ça permettra qu'il soit pris en compte, en fait. Voilà, donc il faut se dire que si vous faites du contenu comme ça SEO, s'il arrive en premier, si par exemple vous avez 10 articles un peu pourris avec pas grand chose dedans, les gens ils vont arriver dessus, ils vont dire oh là là, ce site-là est tout pourri, je ne reviendrai plus jamais. Par contre, s'ils voient les 3-4 articles qui sont vraiment bien, qui ont de la valeur ajoutée, ils disent ah ouais, ce truc-là, ce mec-là, il est vraiment bon. Donc il faut vraiment distinguer les choses, le contenu fait pour être positionné sur des mots-clés et du contenu d'image qui est vraiment du contenu intéressant. Et là, que vous devez mettre en valeur, valoriser, etc. Un autre point aussi que je vois souvent, c'est les gens en fait qui veulent se faire passer pour des grandes entreprises. Souvent on essaie de dire nous sommes une entreprise, nos collaborateurs, etc., etc. Or en fait il vaut mieux humaniser, dire voilà moi c'est la proximité, je suis un expert, j'ai ceci, cela. Et moi j'ai fait le switch en fait il y a 2 ans là-dessus, en mettant ma photo, en mettant mon profil, etc. Et je vois tout de suite que ça marche beaucoup plus parce que ça donne confiance. L'humanisation de la marque. Y aller à la petite semaine, sans budget, sans temps, faut se dire, ok, je vais y consacrer, je sais pas, 1 heure par jour pendant 2-3 mois, et je fais un petit bilan au bout de 3 mois, qu'est-ce que ça a donné, du trafic ou pas, etc. etc. Donc il faut se donner toujours des objectifs, des dates, etc. Se dire que Google et les internautes vont trouver votre contenu original, comme je le disais, et votre contenu génial. Comme je vous le disais, ça ne sert à rien d'écrire, les gens ne liront pas, ils ne vous connaîtront pas. Donc il faut valoriser ça. Alors, cette valorisation peut se faire comme je disais de différentes manières. C'est pas forcément. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas qu'une seule manière de réussir sur Internet. Voilà. Et c'est le dernier point. Ici, bloquer sur une thématique générique sans penser à une personne, il faut vraiment penser à son prospect type. Voilà. Donc on arrive au bout. Après, donc les bonus, je ne vous les fais pas parce que je crois qu'on a dépassé l'horaire. Hop.